Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Ça vous intéresse. À compter d'aujourd'hui, nous allons diffuser des émissions en partenariat avec Cap Web TV. Au programme, talk show sur des sujets d'actualité liés à vos préoccupations quotidiennes, débats juridiques autour des sujets de société, interviews de grands sportifs, bref, il y en a pour tous les goûts. C'est parti! Bienvenue sur Cap TV pour l'émission Tac au Tac. Aux armes, nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Et aujourd'hui, nous recevons, sans exagérer, un grand journaliste sportif marseillais. Merci, cher Lionel Rosso, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous et bonjour. Monsieur... Et bravo pour la chanson. Merci. Monsieur Lionel Rosso, qu'en est-il de votre amour pour l'OM, Marseille et les Marseillais ? Eh bien, écoutez, il est toujours intact, comme depuis ma naissance, puisque je suis né à Marseille. J'ai vécu les 20 premières années de ma vie à Marseille. J'y retourne aussi régulièrement, donc je ne peux pas faire autrement que de supporter, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas d'être en affection pour ce club, puisqu'il a bercé mon enfance, mon adolescence, et aujourd'hui, il continue à faire l'actualité. Donc, dans mes activités... il est évidemment très présent, puis de toute manière, Marseille comme Paris, le Paris Saint-Germain en tout cas, c'est incontournable quand on fait le métier de journaliste de sport notamment, quand on traite l'actualité du foot. Et donc ça reste voilà, une passion, un attachement, mes origines, et puis effectivement une matière première pour travailler très intéressante. Si on entendait les cigales à Paris autant qu'à Marseille, est-ce que le PSG serait meilleur en Champions League ? Non, parce qu'ils ne pourraient pas dormir la nuit. Avec les cigales, elles chantent parfois la nuit aussi. En général, c'est la journée, mais il se peut qu'au petit matin ou au coucher du soleil, les cigales continuent de chanter. Et donc ça empêcherait les Parisiens de dormir. Alors que faut-il au club français pour réitérer la victoire de l'OM en 93 ? Il faudrait peut-être Bernard Tapie. Un bon président, enfin en tout cas, je ne suis pas en train de dire que les présidents actuels sont mauvais, mais en tout cas, lui avait cette faculté à comprendre et à anticiper les choses. Et c'est vrai qu'il s'est donné les moyens, et il a donné les moyens au club et à l'OM pour arriver sur la plus haute marche de cette Ligue des Champions. Il a réuni les meilleurs joueurs, ou en tout cas les meilleurs joueurs du moment, il les a mis dans les meilleures conditions. Il a compris aussi quelle était l'intensité, quelle était... la stratégie peut-être, ou l'approche mentale à avoir dans ce genre de compétition. Donc je crois qu'il faudrait sans doute quelqu'un comme Bernard Tapie qui serait le dénominateur commun, et puis peut-être aussi un petit peu de réussite, parce qu'il faut de la réussite dans ce genre de compétition, de match, il faut un petit peu de chance aussi, et c'est vrai qu'en 1993, Marseille en a eu. Elle n'en a pas eu en 1991. En 1993, Marseille a eu de la réussite, a eu de la chance aussi, pas uniquement. Donc tout était réuni, toutes les cases étaient cochées, les planètes alignées. Donc il faudrait tout ça. Il faudrait effectivement un homme fort, dénominateur commun, quelqu'un qui a une préscience, une connaissance qui peut sublimer les gens de par sa présence, par son charisme, et comprendre aussi, comme un chef d'entreprise, ce qu'il faut faire pour réussir. Et puis à côté de ça, finalement, c'est provoquer la chance, provoquer la réussite. Et c'est ce qu'a fait Bernard Tapie, c'est sans doute ce qu'il faudrait aujourd'hui à un club français pour gagner la Ligue des Champions. Pour un néophyte, quelle différence existe-t-il entre les tribunes nord et sud du Vélodrome ? Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de différence, parce que le stade, comme vous le savez, pour la Coupe du Monde 98 a été changé. Alors il y a d'un côté les sous-winners, il y a les winners, il y a différents clubs de supporters évidemment qui se mettent dans les tribunes et qui ont leur emplacement. Mais moi j'ai connu l'ancien stade Vélodrome et les anciens virages nord et virages sud, avec en face les tribunes Jean-Bouin et les tribunes Gannet, qui étaient les tribunes où les places étaient un petit peu plus chères. Et puis il y avait le côté un peu plus populaire derrière les buts, en fait. Et c'est ça qui faisait vraiment la différence. Mais on avait vraiment l'impression, déjà à l'époque, c'est aussi le cas aujourd'hui, mais déjà à l'époque, que toute l'enceinte réagissait à l'unisson, véritablement. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au stade Vélodrome encore aujourd'hui, ou qui ne l'ont pas connu l'ancien stade Vélodrome, franchement, il y a une vraie ambiance, il se passe quelque chose, il y a de l'intensité. Parfois, c'est même un petit peu subliminal, mais c'est quelque chose qu'on ressent, qui est palpable, qui est du domaine de l'émotion.
Et l'ancien stade Vélodrome, en tout cas, avait une caisse de résonance, même il contenait moins de personnes, moins de public, c'était 45 000. Là, aujourd'hui, c'est 60 000 au stade Vélodrome. Il y avait plus de bruit. Il y avait une caisse de résonance qui était extraordinaire, sous une espèce de panneau d'affichage aussi de l'époque, hein, évidemment, des années 80 et 90, qui faisait toute la magie aussi de ce stade, qui est toujours aussi emblématique et toujours aussi passionnant et toujours aussi accueillant, pas forcément pour les équipes adverses, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de nostalgie de l'ancien stade Vélodrome, et c'est ça qui ferait la différence entre virage nord et virage sud, c'est qu'il n'y en avait pas de différence. Et vous, à cette époque-là, vous y allez souvent dans les tribunes nord? Moi, j'étais plutôt virage nord, oui, absolument. J'allais, alors, au début, les premiers matchs que je suis allé voir, c'était avec mon père. J'étais en tribune Gannet, parce que dans la configuration de Marseille, c'était du côté des quartiers ou des arrondissements où j'habitais. Et puis après, un petit peu plus tard, quand je suis devenu autonome et avec les copains, on allait effectivement dans les virages nord. On se retrouvait, il n'y avait pas forcément des abonnés, mais chacun avait son emplacement, et régulièrement, quand on allait au stade, on retrouvait des visages qui étaient familiers, c'est-à-dire on ne savait pas du tout comment ces gars s'appelaient, on ne savait pas du tout ce qu'ils faisaient, qui ils étaient, mais à chaque fois au match, on les retrouvait, on s'identifiait, et on avait la faculté de tomber dans les bras les uns des autres quand il y avait un but de Marseille. Mais ça... c'est pas pour autant que ces gens-là étaient des amis, mais c'était des frères d'armes ou des frères de l'OM au moment du match. Donc au moment de chanter l'hymne de l'OM, ça devait être très prenant, enfin très vibrant. Alors on chantait pas vraiment l'hymne de l'OM, il y a des chants, hein, évidemment, les chants des supporters, voilà, bon, il y avait parfois des insultes, c'est pas très beau, c'est pas très élégant. Mais il n'y a pas vraiment enfin à l'époque en tout cas, il n'y avait pas vraiment un chant en particulier ou un hymne comme vous dites. Et puis c'est vrai que très vite aussi, on s'est fait au jump de Van Halen, instauré par Tapi, justement, par l'époque Tapi. Donc c'était peut-être ça un peu l'hymne, effectivement, et plutôt que de le chanter, on l'écoutait puis on poussait des cris, surtout. On parle souvent de brèves de comptoir, mais il existe aussi des vannes des supporters. Alors quels souvenirs en gardez-vous? Écoutez, je dois être obligé de dire que les supporters, qu'ils soient marseillais d'ailleurs ou ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion quand même aussi d'aller dans d'autres stades, ont beaucoup d'humour. Voilà. Alors parfois ça dérape un peu, et c'est dommage. Quand c'est pas vulgaire, je trouve qu'ils sont extrêmement drôles. Donc j'ai pas de punchline ou de vanne en particulier à vous ressortir maintenant. Puis en plus, ça pourrait être désobligeant pour certains joueurs, parce qu'en général, les vannes, c'est toujours à l'encontre de certains joueurs qui sont pas très performants, ou d'un gardien de but qui en encaisse trop. Des buts, évidemment. Mais oui, c'est un réceptacle, en fait. Vous parliez de brèves de comptoir. Ben, effectivement, la population qu'on peut retrouver dans les cafés, c'est une population qu'on peut retrouver dans les stades, avec des gens issus de milieux complètement différents et de cultures complètement différentes. Ce brassage, il existe plus qu'ailleurs d'ailleurs à Marseille, et donc il y a toujours eu des fulgurances, il y a toujours eu des saillies verbales dans les stades, et notamment à Marseille, qui font beaucoup rire, c'est vrai, sur le moment, dans l'instant, c'est vrai que c'est drôle. Mais on ne peut plus rien dire aujourd'hui, hein. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, les choses ont un peu changé, donc c'est disons moins bienvenu, mais à l'époque, oui, c'était très drôle. Vous avez toujours fait beaucoup de sport, football, course à pied, semi-marathon, natation et même boxe. Comment jugez-vous votre niveau dans toutes ces disciplines? Oula, très 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 médiocre, hein, dans toutes les disciplines. Voilà, c'est-à-dire que je suis un stakhanoviste, j'en fais beaucoup, je travaille beaucoup, je m'entraîne beaucoup. Bon, aujourd'hui, un peu moins sur la natation, enfin même plus du tout, ou sur la course à pied. Mais je continue à faire de la boxe, des sports de combat notamment, du Krav Maga, des choses comme ça. Je m'entraîne beaucoup, mais je suis pas bon. Je suis pas un athlète, en tout cas. J'aurais à aucun moment j'aurais aimé, hein, mais embrasser la carrière d'un sportif de haut niveau. Donc je suis un sportif amateur qui s'accroche, qui en veut, qui travaille, mais qui ne brillera jamais et qui n'a jamais brillé, que ce soit sur un ring ou sur un terrain. Vous auriez voulu ressembler à qui? À quel sportif? Ah bah écoute, j'ai pas d'exemple en particulier ou de ressembler à un sportif en particulier, mais c'est vrai que je me suis beaucoup identifié à Michel Platini.
parce que c'était, bon, déjà parce que c'est mon époque, j'ai 53 ans, donc les années Platini, j'ai connu ça quand j'étais enfant, ado, et puis après, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup impressionné par sa vista, par son jeu. Pour moi, c'est l'un des plus grands, sinon le plus grand. Voilà, ça peut choquer quand on connaît Maradona ou Zidane ou Cruyff. Pour moi, c'est le plus grand parce qu'il avait cette intelligence de jeu également. Et puis parce que j'ai eu aussi, dans ma carrière de journaliste, eu l'occasion de le croiser plusieurs fois. Ça ne s'est pas d'ailleurs toujours bien passé avec lui. Mais je me suis beaucoup identifié à lui. Les cheveux frisés aussi. Et puis donc sur le terrain, j'essayais quand j'étais beaucoup plus jeune évidemment. Je prenais des attitudes, les mains sur les hanches. Je demandais à tirer les coups francs. Alors j'ai tiré très mal moi. Mais je demandais à tirer les coups francs comme lui, j'ai essayé de porter le numéro 10 comme lui. Donc je m'identifiais à lui, mais ça s'arrête là, puisque effectivement, j'avais pas du tout son talent. Et voilà, mais c'est pas l'envie de lui ressembler, en tout cas de ressembler au personnage Michel Platini, ou même à l'être humain qu'il est. C'était plus le footballeur, les attitudes, le talent, et puis la possibilité de faire basculer une rencontre de Coupe du Monde ou de Championnat d'Europe. Alors, quelles sont vos valeurs du sport? Les valeurs du sport. Écoutez, c'est une question à laquelle je vais avoir beaucoup de mal à répondre parce que je vais enfiler des perles, sinon en vous parlant des valeurs qu'on entend habituellement sur le sport, le travail, l'abnégation, l'intégrité, toutes ces valeurs-là. Je sais pas, en réfléchissant, je me dis que les valeurs du sport, c'est tout simplement les valeurs qu'on a dans la vie, et la personnalité ou le personnage ou l'être humain qu'on est dans la vie, et la manière dont on évolue ou dont on change d'ailleurs, face aux épreuves, face aux rencontres, face aux événements de notre quotidien, de notre existence. Donc j'ai plutôt envie de faire le parallèle avec la vie, avec l'existence tout simplement. Le côté valeur du sport, où il faut à chaque fois ressortir cette moralité, cette mentalité. On sait très bien qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans, parce que oui, en surface, les valeurs du sport, le travail, le sacrifice, d'accord, mais on sait bien que parfois c'est pas aussi rose, et c'est comme dans la vie finalement. Donc j'ai envie de dire que les valeurs du sport sont celles de la vie. Très belle définition. Quel sport aimeriez-vous mettre un peu plus en lumière et pourquoi? Je ne sais pas s'il a besoin d'être plus mis en lumière parce que c'est déjà pas mal, mais la boxe, parce que je trouve que c'est esthétiquement en tout cas le plus beau sport. La boxe, c'est un combat, c'est un face-à-face, c'est un duel, c'est le courage de monter sur un ring. Ce sont des athlètes, des hommes et des femmes aussi, qui vont se confronter à eux-mêmes avec un adversaire, mais se confronter à eux-mêmes, se remettre en question avec le risque d'en prendre une, et puis une stratégie, une puissance, tout est réuni en fait dans un combat de boxe. J'en reviens encore à la métaphore de la vie, de l'existence. Voilà, c'est le résumé, le raccourci d'une naissance, et puis après d'une issue, qu'elle soit favorable ou pas d'ailleurs, avec des rounds, avec des échéances, avec des moments où on est bien, des moments où on l'est moins, où on est en phase d'observation, où on est en phase de défense, où on est en phase d'attaque. Voilà, je pense que montrer la boxe sous cet axe-là, en tout cas l'appréhender de cette manière-là, c'est pas mal. Parce que au-delà de dire, voilà, il y a deux gars ou deux nanas qui montent sur un ring, ils vont se mettre sur la gueule, passez-moi l'expression, ça va au-delà de ça. C'est aussi beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement, et puis il faut être sacrément courageux pour monter sur un ring. Donc je pense que la boxe mériterait peut-être non pas plus d'exposition, mais d'être exposée de manière différente encore, de pouvoir montrer les coulisses, de pouvoir savoir comment on peut vivre ça de l'intérieur. Voilà, on ne peut pas imaginer et comprendre ce que vit un boxeur pendant un combat si on n'est pas soi-même monté sur un ring. Voilà, si on n'a pas l'appréhension, si on n'a pas la peur, parce qu'il y a forcément la peur, si on n'a pas l'adrénaline, si on ne ressent pas ça, si on n'est pas face à face, si on n'arrive pas à lire quelque chose dans le regard de l'adversaire, dans sa manière aussi d'évoluer, de bouger, de danser, parce que le sport c'est aussi une danse,
Je trouve que voilà, on peut pas vraiment comprendre la boxe. Et donc je pense que si on devait exposer l'art pugilistique, le noble art de manière différente, ce serait quand même pas mal. Alors, quels sont vos plus beaux souvenirs sportifs vécus en famille ou entre amis? Bon, alors en famille, c'est évidemment tout ce qui est dû à, enfin tout ce qui est relatif à l'enfance ou à l'adolescence. Donc c'est sans doute, enfin c'est pas un bon souvenir, mais c'est un souvenir, c'est sans doute le souvenir le plus fort. C'est Séville 82, la demi-finale de la Coupe du Monde de football avec la France donc battue par l'Allemagne et toute la tragédie qui en découle. Battiston qui est agressé par Schumacher, le gardien, Platini, la civière, les tirs au but, la France qui mène 3-1, qui se fait rattraper 3-3. Enfin, il y a toute une dramaturgie dans ce match-là qui fait que, franchement, enfin, voilà, on en prend pour 30 ans, quoi. 30 ans d'adrénaline, 30 ans d'émotion, parce que tout est réuni dans ce moment-là. Et puis, ce qu'on peut lire aussi sur les visages et dans les yeux, et la sincérité des footballeurs, qu'ils soient d'ailleurs ce soir-là français ou allemands. Je trouve que c'est voilà, c'est une véritable mise à nu, et ça je l'ai vécu quand j'ai été ado avec mon père, avec ma mère, il y avait mon petit frère aussi déjà, voilà, et puis avec les voisins, puisque à Marseille à cette époque l'été en général il fait chaud et donc les fenêtres sont ouvertes dans les immeubles, et donc on entend le vacarme, le bruit, les commentaires des voisins, parce que eux aussi évidemment ils suivent le match. Et ça, c'est une communion qui est assez intéressante. Selon vous, qu'en est-il de la culture sportive des Français? Je pense qu'elle est en train d'évoluer quand même. C'est vrai qu'on a toujours été considéré comme une nation assez peu sportive. Et c'est vrai dans les programmes d'éducation physique, de sport à l'école, même si ça a tendance plutôt à bien évoluer maintenant. C'est pas encore la panacée, mais c'est pas trop mal. Et puis, je trouve qu'on évolue aussi parce qu'on a des exemples avec une France qui gagne. Pendant longtemps, les Français ne gagnaient pas, quels que soient les sports. Le foot, bien sûr, mais avant Bernard Hinault, il fallait, pour le Tour de France, pour s'imprégner d'un sportif emblématique, il faut remonter à assez loin. Sur le tennis, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Yannick Noah, dernier Français à avoir remporté Roland-Garros en 83. Donc là, il s'est passé des choses quand même. Au tennis, par exemple, on a remporté la Coupe Davis. Aux Jeux Olympiques, on remporte, que ce soit d'ailleurs d'hiver ou d'été, on remporte de plus en plus de médailles. Sur le foot, on gagne. Le hand, on gagne. Le basket, on gagne aussi. Et c'est sur le haut niveau, donc il y a une forme d'exemplarité et de flambeau, de témoin qui est tendu au reste de la population. Donc c'est comme ça aussi qu'on est et qu'on reste une nation sportive et qu'on a une culture sport. Et puis l'organisation des Jeux aussi, Paris 2024, je trouve que tout le monde risque d'être embarqué aussi dans cette aventure, à des degrés moindres évidemment, mais tout ça, ça va façonner sans doute la culture des Français, la culture sportive qui est, à mon sens, est en train de prendre une ascension intéressante. Dans votre anthologie footballistique, quels sont vos 3 plus beaux matchs? Anthologie footballistique, les 3 plus beaux matchs, il y en a tellement. Je vais dire la finale de 98, parce que j'étais au Stade de France. La France qui gagne contre le Brésil, donc le fameux 3-0. J'avais suivi la Coupe du Monde pour Europe 1, et puis donc j'avais la chance d'être au match, et finalement on était tous extrêmement surpris d'être en finale, enfin que la France soit en finale. Franchement, on s'y attendait pas du tout, mais une fois passé le cap des demi contre la Croatie, le fait d'être en finale, ça a apporté, ça nous a donné un petit peu d'espoir, mais on se dit, franchement, moi dans ma tête, je me disais, ce jour-là, même si on perd en finale, franchement, c'est beau. Dommage, ce serait dommage de perdre évidemment, mais c'est le Brésil, c'est Ronaldo, Rivaldo et compagnie. Et en fait, ça s'est passé comme dans un rêve, finalement. Il n'y a pas eu de suspense. Donc ça, ce serait le premier. Le deuxième, évidemment, ça serait 93, la Ligue des Champions, Marseille, à Munich, contre le Milan, avec la tête de Basile Boli, pour l'intensité, pour mon appartenance marseillaise, évidemment.
Et puis le troisième match, je pense que ce serait un événement qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai couvert. C'est un match de Coupe d'Afrique des Nations de football. J'ai eu la chance d'en faire plusieurs, et notamment la première pour moi en tout cas, c'était en 1996, c'était en Afrique du Sud, et c'était la première manifestation sportive de foot organisée en Afrique du Sud, puisqu'il y avait les Coupes du Monde de rugby un an avant, mais de foot organisée par l'Afrique du Sud après l'apartheid. Et donc il y avait beaucoup d'enjeux sociologiques, politiques, au-delà de l'aspect sportif. Et l'Afrique du Sud, qui n'est pas la plus grande nation de foot en Afrique, hein, mais bon, qui est une bonne nation, mais sans plus, et s'est retrouvée en finale contre la Tunisie et a remporté le match. Et à la limite, le résultat il est assez anecdotique, mais ce qui est intéressant, en fait, ce dont je me souviens, c'est l'enceinte du stade à Johannesburg, le FNB Stadium, où il y avait finalement des gens de toutes les couleurs. C'était totalement interracial. C'était la fin de l'apartheid. Et il y avait une communion autour de cette équipe qui était composée de noirs et de blancs. On peut le dire, voilà, je ne pense pas que ce soit des propos racistes que de dire ça, de dire que quelqu'un est noir et que quelqu'un est blanc, même si l'actualité récente en Europe et en France nous a rattrapés par rapport à ça. Mais l'apartheid, la fin de l'apartheid, c'est ça. C'est un peuple, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa culture, qui s'unit. Et c'était ça, l'Afrique du Sud en 1996, autour d'une équipe de foot, autour des Bafana Bafana. Et il y avait une ambiance incroyable. Et surtout, ce qui m'avait marqué, et là encore une fois on parle de dénominateur commun, puisqu'on parlait tout à l'heure de Bernard Tapie pour qu'une équipe française remporte un jour de nouveau une Ligue des Champions. Là il y avait aussi un dénominateur commun, c'était Nelson Mandela. Nelson Mandela qui, comme vous le savez, est resté longtemps enfermé en prison pendant l'apartheid, et qui ensuite est devenu président de l'Afrique du Sud, une fois cet apartheid terminé. Et Nelson Mandela, en fait, avant le coup d'envoi de cette finale Afrique du Sud-Tunisie, est arrivé sur le stade, et il y a eu une véritable clameur, mais c'était une clameur que j'ai jamais vécue autre part. C'est pas une clameur d'un concert de rock, c'est pas la clameur d'un but marqué en finale de coupe, c'est pas une clameur d'effroi, c'est une clameur très Nelson Mandélienne, en fait, avec tout le stade qui l'a regardé, l'a essayé de le toucher, en tout cas de lui envoyer des mots. Et lui, il a fait tout le tour du stade, dans une voiture, et en fait, les gens pleuraient. Je voyais les gens à côté de moi, les voisins, les spectateurs, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Voilà, ils pleuraient parce qu'ils étaient dans cette nation arc-en-ciel, et grâce notamment à un homme, grâce à Nelson Mandela, et ils se retrouvaient dans le visage extrêmement souriant de cet homme. Donc en fait, dans l'anthologie de mes matchs de football, il y a cette émotion aussi. L'anthologie, c'est pas uniquement le foot, le 4-4-2 ou le 4-3-3, c'est aussi tout ce qu'il peut y avoir autour. Alors, quels sont aussi vos 3 plus beaux buts? Je pense que le plus beau, esthétiquement parlant, là on va un peu parler technique alors à ce moment-là, pour moi le plus beau par rapport au contexte, par rapport au geste, c'est le but de Zidane en finale de la Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen avec le Real. La reprise de volée du gauche en plus, parce qu'il est droitier, avec ce ballon qui retombe en cloche, et il frappe, il marque. Ça, je crois que ce but-là, il est extraordinaire. Le deuxième, je pense que ça pourrait être le but de Maradona contre les Anglais, pas la main de Dieu, l'autre, qui est le but du siècle. Et c'est vrai que franchement, là aussi, contexte Coupe du Monde, les Anglais avec tout ce qu'on sait aussi, toute l'antériorité qu'il peut y avoir. Là, il dribble tout le monde, et c'est un but d'anthologie, on peut le dire. Donc ce serait celui-là. Et puis le troisième, s'il faut changer un troisième, parce qu'il y en a tellement, j'en ai tellement en tête que non, peut-être que ce serait un but de l'OM quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais beaucoup d'admiration pour un joueur qui s'appelait, alors bon, peut-être que les plus jeunes vont pas connaître, mais un joueur qui s'appelait Žarko Olárević, qui a joué quelques saisons à Marseille.
C'était un joueur qui était plutôt milieu de terrain, mais qui tirait les coups francs magnifiquement. C'était avant Juninho. C'était un magnifique tireur de coups francs et franchement, voilà, l'explosion de joie que ça a pu provoquer quand Olarevic se présentait à l'entrée de la surface de réparation à 20 mètres et allait tirer, parce qu'on savait que ça pouvait faire but, et souvent ça faisait but, ben, ce serait ouais, un but sur coup franc de Žarko Olarevic avec l'OM. Alors, quels sont vos 3 meilleurs joueurs? Platini, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, parce que c'est mon idole de jeunesse, et puis que ça reste quand même pour moi le joueur français qui a montré la voie. Avant Copa, parce que Copa, il a joué avec le Stade de Reims, mais aussi au Real, et voilà, il a été un grand joueur en 58, mais on est quand même assez loin d'une France qui gagne en tout cas, et Platini, lui, il est à l'origine de ça, déjà de 82, de 84 avec l'Euro, et puis parce que voilà, il représente beaucoup de choses pour moi, donc je pense que mon meilleur joueur ce serait Platini. Ensuite, je mettrais Zidane, parce que Zidane, c'est le magicien. C'est quand on revoit les images, j'ai encore eu l'occasion de le faire récemment. Enfin, je trouve, pardon, hein, mais je trouve que c'est même mieux que Messi, Cristiano Ronaldo réunis. Il est beau à voir, c'est esthétiquement, c'est imbattable, Zidane. Donc, ce serait Zidane. Et puis le troisième joueur, il y en a plein. J'ai pas un classement particulier. Je vais vous en donner un parce que je vais me prêter au jeu. Mais j'ai pas un classement établi. C'est un petit peu aussi en fonction du moment, en fonction des joueurs, des joueurs du moment, de ce qu'on peut observer. Et là pour le troisième, je vais prendre un joueur qui m'a vraiment tapé dans l'œil là ces derniers temps, c'est Camavinga, qui est un jeune joueur, qui est au Stade Rennais, qui est international maintenant. Et en fait, ce joueur-là, il pue le foot. Et il est beau à voir, encore une fois. Là, c'est encore une fois une question d'esthétique. Et pour moi, voilà, il ferait partie aujourd'hui de mon top 3. Peut-être que demain, ça changera. Enfin, pas pour les deux premiers, mais pour le troisième, ça changera peut-être demain. Mais aujourd'hui, ce serait Camavinga. Alors, dans votre anthologie sportive globale, avez-vous ressenti des émotions aussi fortes que dans le football? Ouais, aussi forte, oui. Aussi forte peut-être en Coupe Davis de tennis. Parce que j'ai eu la chance aussi de couvrir des matchs de Coupe Davis de tennis. Et oui, les qualifications, les matchs en 5-7, avec l'ambiance, c'est là que le tennis devient un sport collectif en fait. Et les émotions aussi fortes, oui, à ce moment-là. Après, il y a des émotions un peu différentes, mais tout aussi intenses, quand on a la chance d'aller aux Jeux Olympiques et puis qu'un Français ou une Française va décrocher une médaille. C'est pas mal aussi de pouvoir vivre ça, de vivre cette aventure, cette quête vers la médaille. Mais sinon, oui, le tennis, c'est quand même un sport qui peut donner beaucoup, beaucoup d'émotions, et puis qui peut donner même de l'émotion, pas uniquement dans l'issue, c'est-à-dire victoire ou défaite, mais qui peut donner de l'émotion sur un jeu, sur un point, sur des moments, des instants. Et donc oui, le tennis autant que le foot. Alors, quels sont vos plus grands sportifs de tous les temps? Platini, toujours, évidemment, il sera toujours là. Ensuite, je ne vais pas en trouver dans les contemporains aujourd'hui. Moi, je suis très, très nostalgique, un peu old school, hein, pardon, mais je pense que je suis plus touché par les sportifs qui ont bercé mon enfance, parce qu'aujourd'hui, ou mon adolescence, ou peut-être même ma jeune vie d'adulte, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le sport s'est tellement professionnalisé qu'on est moins en lien avec l'émotion et avec une transmission directe avec le sportif. Il y a beaucoup de garde-fous dans le sport aujourd'hui. Et malgré l'exploit, malgré le talent, malgré le génie parfois, je trouve qu'on perd un petit peu en intensité. Donc voilà pourquoi je dirais Platini. Voilà pourquoi je dirais Bernard Hinault, quand même immense en matière de cyclisme. Et puis le gars qui adore qu'on l'appelle le blaireau, son surnom, alors que ça peut être péjoratif, mais tout simplement parce que c'est un battant, c'est une vraie bagarre, et on peut s'identifier vraiment à Bernard Hinault. Et puis le troisième, je dirais David Douillet.
Parce que David Douillet, alors évidemment, il y a l'hégémonie de Teddy Riner, hein, mais David Douillet, c'est le premier à avoir vraiment écrasé les Japonais, à avoir tout écrasé dans sa catégorie, dans la catégorie des lourds. Et puis c'est un gars tellement gentil, moi j'ai la chance de le connaître, tellement adorable, tellement humain, mais c'est un champion tellement monstrueux, c'est-à-dire que quand il revient de sa blessure, de son accident de moto pour remporter une nouvelle médaille d'or, alors qu'il avait très mal au dos, et franchement je trouve que c'est là pour le coup une force mentale incroyable. Donc moi ce serait plutôt Platini, Hinault, Douillet. C'est mon tiercé. Gagnant en plus. Et oui. Alors, quel est votre film sportif préféré? Et selon vous, quel sportif mériterait que l'on fasse un biopic de sa vie? Platini. Donc toujours Platini pour le biopic, et pas forcément le biopic de son après-carrière de joueur, ou inhérente par exemple au FIFA Gate, en tant que président de l'UEFA et tout ce qui s'est passé, les relations avec Sepp Blatter, mais plus le joueur Platini. La naissance à Jeuf, je vous rappelle quand même qu'il fait des essais à Metz, et à Metz, ils lui font passer ce qu'on appelle des tests d'effort avec un spiromètre, et le médecin dit qu'en fait il n'est pas apte au sport de haut niveau. Donc ça peut faire rire aujourd'hui. Et puis après, tout ce qu'il a réussi à faire, il a joué dans le plus grand club de France à l'époque, Saint-Étienne, le plus grand club du monde, la Juventus. Il a emmené la France en demi-finale de la Coupe du Monde, et il fait gagner l'Euro. Ça a été un homme qui a influencer des tonnes de joueurs, et puis des résultats. Donc pour le biopic, pour moi, ce serait ça. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je veux bien un petit rôle dans le film. Pas pour jouer Platini, mais en tout cas pour faire quelque chose, parce que ça me plairait de participer à cette aventure, ce serait tellement génial. Journaliste sportif qui relate les faits. Ouais, pourquoi pas, ou autre chose, hein. Ça peut être Platini aujourd'hui, je peux me grimer, je l'ai déjà fait. Ça peut être un cousin, ça peut être, je ne sais pas, un partenaire. Voilà. Je ne suis pas obligé d'être dans l'emploi forcément du journaliste, j'aime bien être à contre-emploi. Et puis sinon, par rapport aux films sportifs de référence, moi j'ai été bercé par Rocky. Et franchement, même si c'est inspiré, mais que le Rocky Balboa, en tout cas éponyme, n'a pas existé, même si c'est inspiré effectivement d'un boxeur qui a vraiment existé, ce serait Rocky. Pour moi, c'est le film de référence. En plus, la boxe, j'en parlais tout à l'heure, c'est tellement esthétique. Franchement, il y a des histoires de vie dans tout ça. Donc voilà, le film sportif référent, pour moi, c'est Rocky. Tout ça. Maintenant, parlons de votre carrière. Vous avez travaillé à Marseille, Nancy, Paris et au Maroc. Faut-il être un peu globe-trotter pour être journaliste sportif? Oui, par la force des choses. Pas pour déménager tout le temps, mais pour voyager tout le temps. C'est-à-dire, je suis resté à Marseille pendant mes 20 premières années, mais ensuite, oui, j'ai pas mal bougé. Je suis allé effectivement dans l'est de la France. J'ai beaucoup déménagé, Nancy, Épinal, Metz. Après, je suis parti au Maroc. Après, je suis venu sur Paris. J'ai pas mal déménagé aussi en région parisienne. Mais non, le côté globe-trotter, c'est surtout avoir la chance de parcourir le monde. Aujourd'hui, je fais plus des émissions de studio. Je suis plus un journaliste de salon maintenant. Mais par le passé, c'était la possibilité d'aller, oui, en reportage, couvrir des grands événements un petit peu partout. Franchement, c'était intéressant et palpitant. Donc oui, il faut avoir cette curiosité et cette envie de voyager, donc d'être un globe-trotter. Alors même un self-made man a besoin d'un coup de pouce. Quelles ont été les personnalités qui ont compté dans votre carrière? Eugène Sacomano, quand je suis arrivé à Europe 1, c'est quand même lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour entrer au service des sports d'Europe 1. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi aussi, puisqu'après on a travaillé ensemble, on a commenté des matchs ensemble, et il a toujours été très bienveillant. Ensuite, je dirais Guillaume Durand, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Guillaume Durand, et je l'ai croisé aussi à Europe 1, dans ma première vie à Europe 1 en tout cas. Et il a toujours été très sympa, et c'est lui qui m'a donné un petit coup de pouce en parlant de moi à Michel Denisot quand je suis parti d'Europe 1 pour Canal+. Voilà, en gros, Denisot cherchait un journaliste plutôt de mon profil pour bousculer un petit peu les habitudes de ces journalistes. Il trouvait qu'ils sont bourgeoisés, et donc leur mettre quelqu'un dans les pattes, comme un chien dans un jeu de quilles, ça lui déplaisait pas, et il en parle avec Durand, et
Et Guillaume dit bah, écoute, t'as Rosso qui peut faire l'affaire. Et donc Michel Denisot m'a appelé et ça s'est fait comme ça. Après, il a fallu que je m'impose. Et puis, il y a eu des essais, des castings pour différentes émissions à présenter. Et là, je me suis débrouillé tout seul. Mais parce qu'au départ, j'avais été engagé pour commenter des matchs. Mais sinon, voilà, c'est Guillaume qui est, moi, je trouve exemplaire dans sa carrière et dans sa manière d'être journaliste, qui m'a beaucoup inspiré. Et après, je dirais peut-être Patrick Bruel, parce que j'ai présenté des émissions de poker avec lui à l'époque sur Canal. Et à son contact, en fait, j'ai appris énormément de choses. Alors, pas forcément parce qu'il m'a pris sous son aile et qu'il a décidé de m'éduquer aux choses de la vie ou du métier de la télé ou autre, mais surtout parce que je l'ai beaucoup observé et en le voyant faire, je me suis rendu compte que voilà, réussir une carrière, c'est beaucoup de travail, c'est aussi ne rien laisser au hasard, le détail, c'est savoir que finalement quand on fait un métier d'image comme nous, quand on fait un métier où on se montre aux autres, où on dit des choses, c'est un métier d'ego, ben, bien se rendre compte que la principale matière première, c'est nous, c'est soi. Et donc ça, voilà, à travers Patrick Bruel, j'ai appris ça. Alors, en 2001, vous avez reçu le prix du meilleur commentateur sportif, décerné pour votre respect de la langue française. Aujourd'hui, voyez-vous une évolution dans le langage utilisé par les jeunes générations de journalistes? Bah, une évolution, mais dans le mauvais sens. Par le bas, quoi. C'est-à-dire que la langue française, le langage est plus du tout respecté. Je trouve qu'aujourd'hui, les commentateurs en général, il y a de très bons commentateurs, hein, mais de plus en plus, en tout cas les plus jeunes générations, désolé, pardon, mais c'est assez mimétique de ce que peut être un commentateur, mais avec les mauvaises habitudes, les mauvais réflexes, les expressions qui ne veulent rien dire, ces espèces de béquilles ou ces espèces d'expressions qui finalement sentent le renfermer, quoi, et puis qui servent à rien. Je trouve qu'il y a de plus en plus de vulgarité aussi dans la manière de dire les choses et d'utiliser des mots pour commenter, et qu'il y a parfois, enfin même de plus en plus souvent, un manque de vocabulaire. Et quand on est commentateur sportif, quand on manque de vocabulaire, c'est compliqué, parce que le vocabulaire, ça sert quand même à raconter des choses, surtout à la radio, parce qu'on n'a pas l'image. Et quand on manque de vocabulaire, finalement, on manque d'intensité, on manque de complicité avec les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Donc je donne pas de leçons, hein. Moi je suis très content d'avoir eu ce prix à l'époque, et d'autres l'ont eu d'ailleurs, d'autres de mes collègues l'ont eu parce que c'est remis chaque année, et tant mieux. Mais voilà, mais je constate quand même que ceux qui l'ont eu, c'est pas la plus jeune génération déjà, alors ça viendra peut-être, je le souhaite, mais en effet, j'ai pas le sentiment on progresse dans ce domaine-là. Les réseaux sociaux sont devenus indispensables dans le monde des médias, mais est-ce une continuité d'activité ou une nouvelle profession? Non, c'est pas une nouvelle profession parce qu'on ne peut pas s'improviser journaliste, déjà. Et c'est vrai que le risque avec les réseaux sociaux, c'est ça. C'est-à-dire que les fameuses fake news, on peut donner des infos, et si on a beaucoup de followers, par exemple, si on est très suivi parce qu'on a fait le buzz ou parce qu'on sait faire ou qu'on sait se servir de ces technologies et de ces réseaux, tout ce qu'on va dire, que ce soit des commentaires, donner des informations, ça va être pris comme parole d'évangile, quoi. C'est-à-dire que si un tel ou une telle l'a dit, c'est forcément que c'est vrai. Ça, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Et c'est plus vraiment de l'info, c'est du point de vue. Et parfois, c'est du point de vue un peu orienté. Voilà, ça peut être même assez périlleux quand même pour la suite des événements. On voit qu'il y a souvent des choses qui partent à cause des réseaux sociaux, parce qu'un tel a dit sur les réseaux sociaux, parce qu'un tel a insulté un tel, toujours dans cette politique du buzz. Donc on est obligé de faire avec les réseaux sociaux, puisqu'effectivement ils sont là, tout le monde les a, et puis c'est un formidable outil pour accéder à des choses. Ça, il faut vivre avec son temps, c'est vrai. Mais sur la partie remplacer un organe de presse, par exemple, d'information, non. Franchement, il faut savoir faire la part des choses. Vous avez écrit 5 jours pour bien parler en public, les secrets des médias enfin révélés. Comment est née l'idée de ce livre et quels en sont les secrets que vous nous révélez? Écoutez, c'est une méthode en fait pour former les gens à la prise de parole.
C'est-à-dire qu'on est tous dans nos métiers, dans nos vies, et pas forcément des métiers médiatiques, confrontés à la prise de parole en public, que ce soit en réunion, que ce soit chez votre boulanger ou dans votre immeuble, enfin, dans la rue, ou dans le cadre de votre travail, que vous soyez dans un métier de vente, de négociation, de persuasion. Donc voilà, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis longtemps. Et j'ai assemblé différentes méthodes, mais avec un socle très fort autour des techniques journalistiques, de l'audiovisuel. Et donc, voilà, c'est une méthode que j'ai pu éprouver avec beaucoup de candidats et qui marche plutôt bien parce qu'elle est rapide, elle est pratique, on la comprend très bien. Et les secrets, il faut lire le livre pour que je vous les révèle, les secrets. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des méthodes très pratiques qu'on peut, par exemple, pour gérer le stress, qu'on peut appliquer à soi-même immédiatement. Et voilà, c'est plus du bon sens, des conseils, des expériences aussi que je raconte à la télé, à la radio, des choses que j'ai pu observer sur la ponctualité aussi, par exemple, puisque le journal de 20h, c'est à 20h, enfin, ou le flash le journal de 18h à la radio, c'est à 18h. C'est pas à 18h01. Donc voilà, tout ça, c'est toute cette rigueur aussi. On peut se l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans les rendez-vous, les prises de parole qu'on peut avoir, et comment occuper aussi l'espace, comment occuper les moments de flottement, où on perd l'attention. Voilà, c'est tout ça qui permet, ramassé dans ce livre, qui permet finalement d'être après à l'aise en toutes circonstances. Donc c'est un cadeau idéal pour Noël. Par exemple, mais enfin ça peut être aussi avant ou après Noël, hein, c'est toute l'année. Dans votre livre Poker is Life, vous faites le rapprochement entre la manière de jouer et le comportement dans la vie quotidienne des joueurs de poker. Est-ce la même chose pour les joueurs de football? Ouais, c'est vrai, parce que life is poker. La vie, c'est du poker, en fait. Une table de poker, c'est une métaphore de la vie avec différents joueurs, différents profils, des jetons, plus ou moins, des cartes qu'on reçoit, plus ou moins bonnes, et des prises de décision. Et finalement, oui, c'est les footballeurs, les sportifs en général, mais les footballeurs, d'ailleurs, ce sont souvent des bons joueurs de poker. Ils aiment bien ça. Mais oui, il y a beaucoup de passerelles, il y a beaucoup de ressemblances avec les footballeurs, avec les joueurs de poker. Et Parce que le caractère de la personne peut se refléter dans sa manière de jouer. oui, ah oui, c'est clair. D'ailleurs, le poker sert à ça, à établir le profil de ses adversaires pour mieux le lire et pour pouvoir mieux lui prendre ses jetons. Mais dans la vie, c'est comme ça, et sur le terrain, c'est aussi comme ça. Et puis, c'est aussi pouvoir être poker face, c'est-à-dire ne pas montrer ses émotions, ne pas montrer quelles sont nos caractéristiques. Donc oui, forcément, le poker est très inspirant pour toutes les attitudes, les comportements ou les prises de décision de notre existence, quelles qu'elles soient. Alors vous êtes un homme de médias, TV, radio, web TV. Peut-on espérer un jour vous retrouver dans l'univers artistique, cinéma, théâtre ou musique? Oui, parce que j'y travaille là en ce moment d'ailleurs. Je suis en train de bifurquer complètement pour jouer, pour être comédien. Alors ça ne veut pas dire que j'arrête ma carrière de journaliste et je continue évidemment mes activités, mais là j'ai pris les choses vraiment très au sérieux. Donc je prends des cours de théâtre, je fais beaucoup de stages, je commence à faire des castings aussi pour des films ou pour des séries. Donc c'est pas une activité, c'est pas un hobby. C'est quelque chose que je prends très très au sérieux et je me nourris de ça quotidiennement. En apprenant des textes, en essayant de connaître des techniques, en jouant aussi avec d'autres comédiens, et puis de me confronter à des situations, comme je vous le disais, des stages, des cours de théâtre, des écoles, et puis j'espère des expériences un peu plus concrètes. Puis on vous retrouvera prochainement dans le futur biopic de Michel Platini. Exact. Important de le souligner. Alors, vous êtes présentateur, animateur, commentateur, journaliste, concepteur d'émissions. Quelle fonction vous apporte le plus grand épanouissement? Franchement, toutes ou aucune, parce que je suis un éternel insatisfait, et donc j'ai toujours envie de me remettre un peu en danger et en question. Donc finalement, ce qui me fait avancer, moi, c'est un nouveau projet, une nouvelle aventure. Donc que ce soit dans le cadre de producteur, animateur, présentateur, acteur, j'ai pas de préférence.
C'est mon côté couteau suisse, ça, c'est la polyvalence, c'est quelque chose, j'aime bien toucher à tout. Et en fait, non, où je me sens le plus à l'aise, c'est effectivement quand je suis confronté à quelque chose où il va falloir que je sorte de ma zone de confort. Et c'est ça qui m'intéresse. Et sur quel support médiatique vous ressentez la plus grande liberté? Bah, c'est la radio. La plus grande liberté, c'est la radio. Pas de lourdeur technique comme à la télévision, pas d'image non plus, donc ça veut dire qu'on suscite plus qu'on ne montre. Et puis, franchement, la radio en direct, il y a moins de filtres qu'ailleurs aussi, enfin, que ce soit d'ailleurs à la télé ou sur le digital, les réseaux sociaux ou même ailleurs, ou la presse écrite, pourquoi pas. Donc, incontestablement la radio. Aujourd'hui, vous évoluez à Eurosport et Europe 1. Quelles répercussions sur votre vie personnelle, familiale, par rapport au rythme de votre vie professionnelle? Vous savez, moi j'ai toujours travaillé 7 jours sur 7. Je n'ai pas le souvenir à quel moment je me suis dit, tiens, là je vais avoir mes week-ends toujours tel jour, telle heure. J'ai toujours eu plusieurs activités. J'ai toujours fait plein de choses en même temps, mais vraiment toujours. Quand j'étais à la radio, je faisais des émissions de télé ou des commentaires de match ou des projets. Quand j'étais à la télé, j'écrivais un bouquin. Voilà. Donc, en fait, les répercussions sur ma vie, c'est-à-dire que j'arrive toujours à prendre mon parti, à m'aménager du temps aussi pour ma vie privée, bien sûr, ma vie familiale. Mais bon, bah, j'ai des enfants, mais qui sont âgés là, qui ont entre 24 et 27 ans. Donc j'arrive à partager des choses aussi avec eux, je l'ai fait aussi par le passé, mais en fait mon activité professionnelle ou mes activités professionnelles prennent beaucoup de place. Au regard de l'expérience que vous avez, quels conseils donneriez-vous au jeune Lionel Rosso? C'est une très bonne question ça, parce que je me la pose souvent, et aujourd'hui je me dirais ne te mets pas de frein, pousse encore le bouchon plus loin, fais ce que tu as envie. C'est-à-dire que moi j'ai fait des choses dans ma vie que j'étais très content de faire, mais que j'aurais pu faire avant. Et je me dis que bah voilà, le temps passant, j'ai pas de regrets, mais les choses que je pourrais regretter, c'est de ne pas avoir fait certaines choses avant, pour profiter pleinement de l'intensité de faire de la boxe, par exemple, puisque j'y suis venu sur le tard, de me lancer dans l'écriture, par exemple, aussi. C'est venu un peu plus tôt quand même, mais pas tout de suite. Voilà. La voie de faire le comédien aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'avais fait il y a très très longtemps, mais pas de manière professionnelle. Et puis, je pense que j'osais pas vraiment. Et voilà, donc en fait, c'est finalement ce que je me dis et ce que je me dis aujourd'hui, c'est fonce, quoi. Fonce. Enfin, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir? Bonne année. Non, bah écoutez, pour l'avenir, franchement, de continuer à vivre pleinement ce qui m'arrive dans la vie. Voilà, des nouvelles expériences, des choses à apprendre en permanence. Et puis, je sais pas, un premier rôle dans un long métrage, peut-être. En tout cas, l'appel est lancé. Merci, cher Lionel Rosso, pour cette belle interview. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur Cap TV. En attendant, portez-vous bien. Merci. Au revoir à tous.